Bonjour à toi mon cher ami préhistorique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en direct avec Jean-Jacques Crèvecoeur que j'ai l'honneur d'interviewer pour cette vidéo de la série Changement Facile. Alors Jean-Jacques, toi qui es, donc pour information, Jean-Jacques est auteur, conférencier et formateur. Il a beaucoup de connaissances et c'est pour ça que je lui pose la question suivante. Jean-Jacques, pour ceux qui nous écoutent, si tu avais plusieurs conseils à leur donner pour changer leur alimentation, qu'est-ce que tu leur dirais ? Bon, alors d'abord je vais préciser une chose, c'est que je ne suis pas un spécialiste de l'alimentation, c'est-à-dire je ne suis pas formateur, ni auteur, ni conférencier dans le domaine de l'alimentation. Donc je précise que mon métier, moi, c'est d'apprendre aux gens à prendre soin de leurs besoins sur tous les plans et à gérer leurs émotions, etc., à prendre soin de leurs relations aussi. Mais je dirais qu'à un moment donné, on se rend compte que notre vie, c'est un tout et on ne peut pas avoir de bonnes relations si on n'a pas une bonne alimentation. On ne peut pas prendre soin de ses besoins, même sur le plan psychologique et spirituel, si on ne prend pas soin non plus de nos besoins physiologiques. Et dans les besoins physiologiques, évidemment, il y a, je trouve, plusieurs dimensions importantes, dont l'alimentation et aussi la qualité de ce qu'on boit, parce que ça, c'est quelque chose qu'on néglige très très souvent. Ce qui t'a frappé quand tu m'as approché, c'est que tu avais entendu dans un webinaire où j'avais dit que j'avais changé à plusieurs reprises dans mon parcours de vie de mode d'alimentation, et c'est tout à fait vrai. Et je dois dire que le monde de l'alimentation me laisse toujours un petit peu sur ma faim, c'est le cas de le dire, parce que en fait, pendant très longtemps, j'ai cru qu'il existait un mode d'alimentation qui était valable pour tout le monde. Et en fait, plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que il y a des modes d'alimentation qui conviennent très bien à certaines personnes, à certaines époques de leur vie, et qui ne conviennent plus aux mêmes personnes à d'autres époques de leur vie, ou qui ne conviennent pas à d'autres personnes. Et donc aujourd'hui, j'en suis à me dire qu'il n'y a peut-être pas de vérité universelle en termes d'alimentation. Et ça, ce serait peut-être, c'est pas un conseil, mais c'est peut-être, oui, si je dois le dire en forme de conseil, je dirais, ne vous enfermez pas dans un dogme alimentaire et surtout n'y restez pas toute votre vie sous prétexte qu'à un moment donné, vous avez été convaincu que c'était la bonne façon de faire. Donc ça, ce serait mon premier conseil. Donc tu parles de remise en question là en fait. Mais je parle de garder une souplesse parce que les solutions qui sont valables pour vous aujourd'hui ne le seront peut-être plus dans 5 ou 10 ans parce que vos besoins physiologiques auront changé, parce que votre mode de vie aura changé, parce que vous auriez peut-être été enceinte ou peut-être vous aurez changé d'un métier sédentaire à un métier où vous êtes beaucoup plus dans une activité physique, etc. Donc c'est là où je pense qu'il est dangereux d'être dans une rigidité. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, dans mes explorations alimentaires, j'ai toujours été ouvert à faire d'autres expériences. Donc, je viens d'une famille où, lorsque j'étais petit, lorsque j'étais adolescent, on était très carnivore, viande 2 fois ou 3 fois par jour, parce que même au petit déjeuner, sur les tartines, on mettait de la charcuterie, etc. Donc, de la viande, j'en ai bouffé vraiment pendant des années et des années. Puis, on a basculé, ma première femme et moi, vers le végétarisme. Et pendant des années, on a exploré le végétarisme pur et dur. Même nos enfants sont nés dans un contexte complètement végétarien et nos enfants ont été éduqués dans un contexte complètement végétarien, sans viande. On consommait des produits style les œufs, le lait, des choses comme ça, mais pas de viande. Bon. Puis j'ai eu une période aussi où j'ai eu l'occasion d'expérimenter pendant 6 mois l'instinctothérapie, qui était une approche très à la mode dans les années 80-85, où l'idée c'était de retrouver l'instinct alimentaire comme les animaux ont un instinct alimentaire. Moi j'avais observé quand j'étais petit mon chat qui de temps en temps sortait dans le jardin et allait manger des herbes ou des mauvaises herbes quand il était malade. Et il n'y avait aucun vétérinaire qui lui avait prescrit d'aller manger cette herbe, mais l'instinct de l'animal le conduit vers la plante dont il a besoin à un moment donné. Et cette expérience que j'ai faite pendant 6 mois de façon très stricte, donc pendant 6 mois je n'ai fait que ça, m'a beaucoup appris sur l'écoute de mon corps, l'écoute de mon instinct alimentaire
et de me rendre compte que finalement mon corps sait mieux que moi, que ma tête en tout cas, ce dont j'ai besoin pour rétablir l'équilibre au niveau tu voulais dire quelque chose peut-être? Non, je trouvais extrêmement pertinent le fait de s'écouter et d'écouter son corps avant et après le repas, pendant, pour voir les réactions de celui-ci. Je pense que c'est ce que tu veux dire par là. Oui, absolument. Et je dirais que cette écoute du corps, même si j'ai arrêté l'instincto pour toute une série de raisons, cette écoute du corps, je l'ai gardée encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, j'ai fait l'instincto en 85, donc c'était il y a plus de 30 ans. Mais cette écoute du corps, je l'ai toujours gardée. Ce qui veut dire que quand je suis en train de manger, je mange pas trop rapidement pour justement permettre à mon corps de me renvoyer un feedback pour me dire ok, je suis arrivé à réplétion et il est temps de s'arrêter. J'avais un grand-père ou un arrière-grand-père, je ne sais plus exactement lequel, qui disait sortez de table en ayant faim. Parce qu'il faut à peu près 20 minutes pour que le cerveau capte l'information de réplétion. Ce qui fait que si on n'a pas cette écoute et si on n'a pas cette lenteur dans le fait de manger, eh bien, on risque de manger pendant 20 minutes de trop avant d'avoir le signal qu'on a trop mangé. Mais quand on a le signal qu'on a trop mangé, il est déjà 20 minutes trop tard. Oui. Donc ça, c'est une règle que j'ai appliquée aussi. Autre règle que j'ai appliquée, c'est que, et ça c'est quelque chose que j'expérimente depuis quelques années maintenant, c'est que je réduis mon bol alimentaire, c'est-à-dire je réduis la quantité de nourriture. J'ai réduit aussi le nombre des repas, c'est-à-dire que je suis passé de 3 à 2 repas par jour. Très souvent, je mange vers 11 heures et je mange vers 4-5 heures. Donc je ne mange pas trop tôt le matin pour permettre au processus de digestion de se compléter plus longtemps. Puisqu'en fait c'est pendant la nuit que les processus d'élimination, de digestion, d'assimilation se font. Et quand on déjeune, et d'ailleurs le nom le dit bien, on arrête un jeûne qui pourtant est nécessaire pour que les graisses se retransforment en sucre et qu'on puisse éliminer un certain nombre de choses. Donc le fait de prendre mon premier repas vers 11 heures et qui est un repas salé, d'ailleurs je ne consomme plus de pain, je ne consomme plus de confiture ou de choses comme ça. Et le deuxième repas vers 4, 5, 6 heures maximum, je trouve que ça me donne plus d'énergie. Donc paradoxalement, et plus je sais que je vais devoir travailler intensément, j'ai un métier quand même où je travaille en moyenne 70 heures par semaine, plus je sais que je vais devoir travailler fort, moins je mange, parce que contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas la nourriture qui nous donne l'énergie. Bon, on a besoin d'un minimum de nourriture, mais si on va demander énormément d'efforts à notre corps pour des raisons de travail, eh bien, il vaut mieux réduire sa portion alimentaire pendant les jours où on doit beaucoup travailler. Je fais la même chose quand je me déplace en avion. Pour éviter le décalage horaire, ça c'est une hôtesse de l'air qui faisait les longs courriers qui m'a donné ce truc un jour et ça m'a vraiment apporté beaucoup de bénéfices, c'est qu'elle me disait dernier repas dans l'avion et puis pendant 24 heures, ne plus manger du tout. Je ne fais que boire de l'eau pendant 24 heures, ce qui fait que le lendemain, je suis calé dans le fuseau horaire dans lequel je me trouve et donc je ne ressens absolument pas un fuseau de 3 ou de 6 heures, dans un décalage de 3 à 6 heures. Je n'ai aucun problème de décalage horaire et pourtant je prends aucun médicament, rien du tout pour ça, quoi. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions à propos de mon alimentation. C'est hyper contre-intuitif ce que tu nous dis, contrairement à ce qu'on entend souvent. Et j'adore ça justement parce que ça amène à questionner les croyances classiques populaires. Mais du coup, j'ai une question qui me vient par rapport à tous ces changements alimentaires que tu as eus. Est-ce qu'il y a eu des déclics? Qu'est-ce qui t'a fait te dire je vais changer de mode alimentaire? Je suis végétarien depuis, tu m'avais dit 14-15 ans. Ouais. Pourquoi changer ça? Qu'est-ce qui t'a amené? Quelles ont été tes prises de conscience dans ces déclenchements de changements alimentaires? C'est pas très clair les raisons pour lesquelles il y a des changements qui se font. Parfois, c'est des rencontres avec des personnes. Très souvent, d'ailleurs, ça a été des... Oui, en fait, je me rends compte, oui, c'est clair. En fait, ce sont des rencontres. À chaque fois, parfois, on rencontre une personne qui est hyper spécialiste, hyper calée dans l'alimentation, ou un livre, parce que pour moi, une rencontre, ça peut être une personne qu'on voit en chair et en os, ou ça peut être un livre qui nous fait changer complètement notre regard sur les choses, quoi. Ce qui fait que, par exemple... le gluten a complètement disparu de mon existence, les produits laitiers ont complètement disparu de mon existence, alors que j'étais un grand consommateur de lait quand j'étais enfant et adolescent.
Par contre, la viande revient de temps en temps. Quand je vais au resto, parfois j'ai une envie de m'offrir un bon morceau de viande, mais c'est peut-être une fois par mois, une fois tous les 6 semaines. À la maison, on ne cuisine jamais de viande, ma femme et moi. Mais je dirais que c'est beaucoup l'écoute du corps finalement qui m'a orienté. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que essentiellement mon alimentation, c'est à base de fruits et de légumes frais. Nous n'achetons strictement rien comme plat préparé, donc ni pizza, ni lasagne, ni quoi que ce soit, rien de préparé, donc rien de nourriture industrielle, rien comme nourriture en boîte. Donc c'est vraiment de l'alimentation vivante, fruits et légumes, biologiques. Si on a la possibilité même biodynamique, des noix aussi, des fruits secs, des oléagineux, des protéines végétales, et donc de temps en temps un petit morceau de poisson, et encore un poisson sauvage, pas un poisson d'élevage, parce que les conditions dans lesquelles les poissons sont élevés sont absolument atroces la plupart du temps. La viande, c'est de la viande bio, donc en fait je dirais que aujourd'hui beaucoup de notre alimentation est composée de légumes et de fruits, et en plus crus. C'est-à-dire on se fait des grandes salades tous les jours, mais qu'on mélange avec des fruits, des noix, des pignons, enfin bon, c'est des choses comme ça, mais c'est très léger finalement, et c'est très facile, ça prend très peu de temps, pratiquement plus de pâtes dans notre alimentation, pratiquement il n'y a plus de pain, pratiquement plus de pommes de terre non plus, donc ça devient, je dirais, de plus en plus léger. Okay. Tu favorises donc vraiment tout ce qui est brut, tout ce qui est qualitatif, oui, et tout ce qui est au final non cuisiné, je dirais, parce que tu cuis peu au final. Alors, beaucoup cru, tu veux dire. Alors quand on cuit, c'est à la vapeur toujours, oui, et à la vapeur douce, donc c'est pas la marmite à pression, la cocotte minute, là, non, c'est pas du tout. C'est la vapeur à basse température. Donc je dirais que c'est l'approche de la cuisine à basse température, de la cuisine hypotoxique, hein, ce qu'on appelle la cuisine hypotoxique. Donc ça veut dire que je n'ai jamais eu de micro-ondes, de four à micro-ondes dans ma maison. Et si vous avez un four à micro-ondes, moi je vous conseillerais de le mettre à la décharge publique, parce qu'il n'y a rien de bon. Je suis physicien au départ, donc en fait j'ai une formation en physique quantique théorique, et ce que je peux dire, c'est que les températures auxquelles les légumes, les fruits, les boissons sont soumises dans un four à micro-ondes déstructure complètement je dirais la structure intime de l'aliment, et ce qui fait que, et en plus peut endommager à la longue les cellules de votre propre corps. Donc vraiment, n'offrez même pas un micro-ondes à vos pires ennemis, parce que ou si vous voulez les voir effectivement avec une santé dégradée, oui, faites-le, mais donc quand on cuisine des choses, c'est à basse température, à feu doux, comme nos grands-mères le faisaient, où elles faisaient mijoter parfois pendant 12 heures, parce qu'il y a une loi de la physique, de la thermodynamique, qui dit que la quantité de chaleur, c'est la température fois le temps. Donc, si on diminue la température, il suffit d'augmenter le temps, et on a la même quantité de chaleur, c'est-à-dire que finalement, on a la même quantité de cuisson, sauf que on aura moins détruit les liens intermoléculaires, donc la saveur et les sels minéraux des aliments vont rester dans l'aliment plutôt que de partir dans l'eau de cuisson ou dans la vapeur. Okay. Voilà. Super. Je te remercie déjà pour tout ce contenu. Je te conseille vivement de revisionner et de te demander qu'est-ce que je peux appliquer maintenant tout de suite dans tout ce que nous a délivré Jean-Jacques, parce que c'est vraiment énorme. Donc maintenant, j'aimerais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin dans tout ça. Il suffit de taper mon nom dans Google, Jean-Jacques Crèvecoeur. Il y a des dizaines de pages qui vont vous mener vers mes sites, mais j'ai une chaîne YouTube où je délivre une vidéo gratuite tous les vendredis matins de 20 minutes à peu près. J'ai une page Facebook où je mets des posts plusieurs fois par jour. J'ai un site qui présente mes activités qui est jeanjacquescrèvecoeur.com. J'ai un blog qui s'appelle Créer une meilleure vie. Et puis j'ai plusieurs écoles en ligne, mais tout ça, vous le trouverez très très facilement en tapant mon nom, Jean-Jacques Crèvecoeur. Voilà. Ok, impeccable. Je te conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Je valide complètement. J'adore son contenu, et même sur les vidéos hebdomadaires qu'il fait, qui sont régulières. Tu peux implémenter ça avec ton petit déjeuner ou avant, dans une routine matinale par exemple. Voilà. Très bonne idée.
Pour aller plus loin, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller récupérer mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. Pour ça, tu cliques sur le lien qui apparaît quelque part à l'écran et tu peux rejoindre les plus de 600 personnes qui l'ont déjà lu. En attendant, mets-nous un gros pouce bleu si tu as aimé ce que Jean-Jacques a dit. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Donc j'aimerais ma propre vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Garde en tête que tu es l'acteur de ta santé. Absolument. Ciao! Ciao.